On va le faire en deux fois, hein, parce que on va plutôt. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est que comment un humain passe d'un objet de la réalité à un objet de désir. Hein. Alors, comme il y a quand même beaucoup de choses à dire, alors si on parle d'objet de la réalité et qui se transforme en objet de désir. C'est ce qui se passe à longueur de journée pour nous, hein, pour tous les humains. Alors pour ça, on est obligé de, si on suit le raisonnement de Lacan, on est obligé de faire un détour par une structure qui est la structure du plan projectif. Alors, là aujourd'hui, peut-être que je vais revenir sur ce que c'est que le plan projectif, et puis la prochaine fois, on verra comment ça s'applique pour cette transformation-là. Hein. Alors, il y a 7 ou 8 façons différentes d'aborder le problème du plan projectif, de ce que c'est en géométrie. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est en parler d'un point de vue complètement intuitif. Il y a une contradiction majeure si je suis sur des rails de chemin de fer. Il y a une contradiction majeure entre ce que je sais des rails de chemin de fer et ce que je vois. Et ce sont deux conceptions totalement incompatibles. Ce que je vois, ce sont des voies qui ont l'air toutes de se rejoindre. Or, je sais bien que comme il y a des trains dessus, il faut bien que les voies, elles aient toujours la même largeur. Sinon, le train, il ne pourrait pas rouler. Des fois, il ne roule pas, mais c'est pas pour cette raison. Des fois, c'est les voies. Bon, il y a le problème des quais. Bon, il faut que les quais soient suffisamment larges. Ce qui est un autre problème que celui des plans projectifs. Là, effectivement, on a l'impression que les quais sont rapprochés, mais c'est vrai. C'est pas de la géométrie projective. Bon, donc il y a une contradiction manifeste entre ma perception et ce que je sais de la réalité. Parce que prenant le train, je vois bien que les rails sont... Voilà. Également, bien entendu, cette impression donc, que toutes les... que comme ça, que les rails comme ça se rapprochent à l'infini devant moi, hein, eh bien, c'est le cas pour les lames du parquet. Quand je regarde au loin, elles ont l'air de se rapprocher. Les rues, quand je suis dans des rues, ça se rapproche. Donc, finalement, la géométrie projective, ça a été donc inventé par des peintres italiens de la Renaissance qui ont dit, mais après tout, pourquoi ne pas dessiner ce qu'on voit, hein, puisque je les vois se rejoindre, et on va les faire se rejoindre. Hein. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur ces deux rails qui sont parallèles, eh bien, je rajoute un point. Hein, parce que donc, pourquoi j'ai besoin de rajouter un point? Parce que si je suis en géométrie euclidienne, c'est-à-dire sur celle qui sert effectivement à construire les voies, hein, eh bien, quand j'ai deux rails de chemin de fer, eh bien, ce sont deux droites parallèles. Eh bien, en termes de droites parallèles, elles ne se rejoignent jamais.
donc là, on va dire, eh bien, artificiellement ou sensitivement, on va dire, je rajoute un point, qui est le point que je vois. Donc, je vais dire que sur ces routes, sur ces deux voies, j'ai un point de plus. Et puis, c'est vrai pour toutes les voies qui sont parallèles. Et donc, on peut penser qu'il y en a un autre de l'autre côté, mais je dis après tout, on va dire que c'est le même. Donc, il y a sur chaque dans une direction donnée, je rajoute un point. Alors, bon, mais ça, on le fait déjà. On fait déjà des modifications comme ça. On est habitué à ce que les droites soient parallèles, mais déjà il y a une particularité, c'est que alors non, on va dire autrement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Maintenant, là, on était dans le cas de droites parallèles. Maintenant, si je prends deux droites qui se coupent, j'ai deux droites comme ça. Donc, elles se coupent en un point. Et en termes de géométrie euclidienne, je dis que lorsque deux droites du plan, le plan, c'est le plan du papier, là. Je dis que lorsque deux droites se coupent, elles se coupent en un seul point. D'accord ? Eh bien, et si j'en mets une troisième, et qu'elles sont toutes concurrentes en un point, elles se coupent uniquement là. Or, c'est vrai, et c'est vrai dans la mesure où j'ai affaire à un vrai plan euclidien infini, mais par exemple, si on est sur la Terre, eh bien, toutes les droites qui sont concurrentes là, elles se recroisent en un autre point, qui est le point aux antipodes. N'est-ce pas ? Donc, sur la Terre, un faisceau de droites concurrentes se croise toujours en deux points. C'est clair ou pas clair ? Si j'ai la Terre comme ça, c'est une sphère. C'est une sphère. Donc, je vais avoir une droite qui va partir comme ça, derrière, et puis une autre comme ça. Eh bien, elles vont se croiser deux fois. D'accord ? Et ces droites qui sont des courbes, on appelle ça des grands cercles ou des géodésiques. C'est des grands cercles. C'est la droite la plus courte, c'est le chemin le plus court pour aller d'un point à une autre sur une sphère. Par exemple, tous les méridiens sont parallèles localement, mais en fait, ils se rejoignent aux deux pôles. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait là ? Parce qu'on va voir qu'on a fait un peu des raisonnements qui sont un peu semblables. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle utiliser la sphère de Riemann. Eh bien, on a fait... Alors, on peut l'écrire comme ça. L'espace correspondant, enfin la surface, c'est un espace de dimension 2. La sphère de Riemann, c'est égal, c'est le plan euclidien plus un point. D'accord ? On rajoute, donc j'ai mon plan avec toutes les droites qui se coupent et je rajoute un point. Ça veut dire que toutes les droites séquentes
se recoupe en un autre point. Donc, si on veut le figurer, ce plan euclidien, comme si c'était un cercle, hein, donc j'ai mon plan euclidien qui va à l'infini, et tous les points de cette droite correspondent à un point. D'accord ? Deuxième cas de figure, donc ça c'est la sphère de Riemann. Deuxième cas de figure, le plan projectif. Alors le plan projectif, c'est un peu le même raisonnement, sauf que c'est comme voilà, si j'ai ici le plan euclidien, eh bien, on a vu qu'à chaque direction correspondait un point, n'est-ce pas? Donc, en fait, tous ces points ils sont reliés entre eux. Donc, ça va être le plan projectif, c'est le plan euclidien plus une droite. C'est une droite qui est à l'infini. Donc, plus une droite. Une droite qui est composée de quoi? Et chaque point de cette droite, c'est ce qu'on appelle un point projectif. Hein? Donc cette droite projective, c'est égal à une infinité, je le note comme ça, c'est pas joli, une infinité de points projectifs. D'accord? Alors, voilà. Donc, vous voyez qu'on est parti au départ d'une constatation physique, hein, de regarder des rails de chemin de fer, et on arrive à une définition un petit peu plus mathématique, hein, de dire qu'on rajoute une droite particulière à l'infini, hein, qui fait que tous les points toutes les directions, un point correspond à une direction. Parce que là, on a donc... oui, bon, c'est ce que j'ai dit avant. D'accord ? Est-ce que tu peux préciser quand tu dis un point correspond à une direction? Ben, ça, c'est une direction, tu es d'accord? C'est une direction. Et bien, sur cette direction, je rajoute un point. Alors, on le met n'importe où, parce que regarde, si tu te promènes sur ces rails, tu as toujours l'impression qu'il est loin devant toi. Tu n'arrives jamais à le rajouter, ce point. Tu n'arrives jamais à le rencontrer, ce point. Par contre, tu le vois toujours. C'est un point à l'horizon, c'est le point de fuite. Ce qu'on appelle le point de fuite en dessin, quoi. Et si je regarde dans l'autre sens, ben, je vais le voir aussi, ce point. Donc, où que je marche dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens, eh bien, je vais toujours voir ce point qui s'éloigne au fur et à mesure où j'avance, mais qui est toujours devant moi. C'est ça, ce point. Donc, c'est un point projectif qui correspond à une direction donnée. Et si j'ai une autre direction, bien entendu, si j'ai une autre direction, je vais avoir un autre point. Donc j'ai un point ici et je vais avoir un autre point ici. D'accord ? Ce qui est très différent de l'autre cas avant, où à chaque direction, j'avais un seul point. C'est-à-dire que tous ces points-là, c'est les mêmes. Dans la sphère de Riemann, tous les points qui sont, on va dire, à l'horizon, sont le même point.
ça se conçoit puisqu'on est sur une sphère, sur un ballon. Chaque fois que tu vas tirer un trait, il va se rejoindre de l'autre côté. À condition de choisir chaque fois le chemin le plus court. Parce que, regardez, pour ce qui en est de la Terre. Sur la Terre, par exemple, je vais avoir ici les méridiens, d'accord ? Par contre, au niveau des parallèles, ils restent parallèles tout le temps. Ils ne se rejoignent jamais. Sauf que les parallèles, à part l'équateur, ce ne sont jamais les chemins les plus courts. Pour aller d'un point à un autre, ce n'est pas le chemin le plus court. C'est clair ou pas clair ? Quand par exemple, bon, ça c'est on dévie un peu, mais c'est pas grave. Voilà, ici on a un globe terrestre et je veux aller. Alors ici, on va le faire dans une autre couleur. On a ici l'équateur, d'accord ? Et puis je vais avoir des parallèles. D'accord ? Le 40e, 50e, ok. Je veux aller d'ici à là. Alors, si tu regardes sur les cartes, telles qu'elles sont faites, tu vas dire, ah bah oui, je vais suivre le parallèle. Sauf que ce n'est pas le chemin le plus court. Le chemin le plus court pour aller de là à là, ça va être une géodésique. C'est-à-dire ça va être une courbe qui va être plutôt comme ça. Et qui passe par le centre de la Terre. Enfin, qui est le chemin le plus court, on va dire. C'est-à-dire qui est comme un... voilà. Donc les parallèles sont des chemins, mais qui sont pas les plus courts. Sauf si tu es sur l'équateur, parce que c'est une géodésique. Le chemin le plus court, c'est comme si tu prends un élastique et que tu le tends et que tu le lâches. Tu vois, où est-ce qu'il va se mettre ? Et bien, si tu es sur un parallèle, il ne va pas suivre le chemin du parallèle. Il va suivre un autre chemin. Il va suivre un chemin qui est plus court. Alors, quelles sont les conséquences de cette réalité de géométrie, on va dire ? Alors, et c'est ça le point important sur lequel qui nous amènera petit à petit au travail de Lacan. Alors, si je figure ici le plan euclidien avec un certain nombre de... Moi, je suis ici, Voilà. Et donc, on va mettre des lettres. Ici, donc, je rajoute maintenant la droite projective. Donc ici, j'ai un point qui va s'appeler A, qui va aussi s'appeler A ici, puisque c'est le même point projectif. Ici, B, C, D, E et E. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe là ?
eh bien, on va voir quels sont les effets du parcours sur un plan projectif. Alors, si je prends par exemple, si je prends par exemple la lettre F que j'ai ici avec moi, d'accord, hein, et que je la fais partir à l'infini. Donc elle va se promener, elle part comme ça, elle part comme ça. Et alors quand elle arrive ici, elle va réapparaître de l'autre côté. Donc alors ici, il y a la pointe ici qui apparaît d'abord, hein, la pointe ici. Ensuite, il y aura ici le petit morceau du F, et puis en dernier va apparaître la barre verticale du F, n'est-ce pas? Et je la fais revenir par ici. Donc je vais avoir un truc comme ça. Je peux la retourner sur le plan, n'est-ce pas? Donc si je la retourne, je vais avoir une lettre qui va être comme ça, n'est-ce pas? Puisque je lui ai fait faire un demi-tour. Et je la rapproche jusqu'ici pour la ramener là où j'avais la lettre avant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle s'est inversée. Comme si c'était une main droite qui était devenue une main gauche. Alors ça, c'est la caractéristique fondamentale, une des caractéristiques fondamentales du plan projectif. Et qui fait qu'on ne peut pas le faire exister dans notre monde de dimension 3, puisqu'on ne peut pas passer d'une main droite à une main gauche. Et là, on ne peut pas passer de la lettre F comme ça à la lettre F à l'envers. Alors, à quoi ça correspond ce passage? Eh bien, on peut voir que c'est la même chose que si j'avais... alors le B étant avec le B, le A étant avec le A, on peut les connecter comme ça, et le B, lui, avec le B, comme ça, et on peut considérer que, en fait, j'ai fait parcourir. On peut tout à fait considérer que ma lettre F, elle s'est promenée là-dessus, parce que là, elle est comme ça, et puis là, elle est à ce moment-là, elle va apparaître comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Non. Là, attends, elle est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. On voit que, en fait, c'est comme si cette lettre, elle avait parcouru un anneau de Möbius transparent. Ah oui. Ah oui, d'accord. Elle a subi une torsion. Voilà, il y a une torsion. C'est comme si j'avais mis une torsion sur ce... Donc, ce qui se passe entre A et B, c'est comme si, sur mon plan euclidien, j'avais connecté un anneau de Möbius. Donc, c'est comme si j'avais ici une pastille, et sur cette pastille, j'ai connecté, mais entre A et B seulement, j'ai connecté un anneau de Möbius. Alors, où ça devient compliqué, et c'est de dire, bah oui, mais c'est entre A et B, mais c'est pareil entre B et C, entre C et D, c'est pareil partout. Et c'est tellement pareil partout que je ne peux pas le faire dans l'espace 3D, que c'est impossible de le reboucler dans l'espace 3D, mais je peux le penser. Alors on peut le voir aussi à l'envers, c'est-à-dire de dire
Bah, tout ça, c'est comme si j'avais un anneau de Möbius gigantesque et puis que je viens le coudre sur un disque. Donc là, vous voyez, on a le point fondamental de la façon de faire avec le plan projectif qui a la particularité d'inverser les... Alors, on va se dire encore 2-3 choses, puis on va arrêter. Hein. Qui a la particularité d'inverser les quoi? D'inverser, de ce qui est droit devenir gauche, quoi. D'inverser le sens, la parité, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, le fait que quelque chose est droit ou gauche, quelque chose qui est droit devient gauche, quelque chose qui est gauche devient droit. Alors là, donc on a une façon de concevoir le plan projectif qui est de le considérer comme un disque sur lequel on va connecter quelque chose qui est non sphérique, hein, qui est une succession d'anneaux de Möbius, en fait. Donc, on a ici une autre façon de définir définir, c'est pas une définition, mais peu importe. Hein, on peut dire plan projectif égale disque plus bande de Möbius. Bande de Möbius cousue. Hein. D'accord ? Oui. Une autre façon de le définir. Or, on voit bien que là, un disque, c'est bilatère et une bande de Möbius, c'est unilatère. Donc, si on coud quelque chose d'unilatère sur quelque chose de bilatère, ça devient unilatère. Il n'y a plus qu'une seule face. Puisqu'on a mis en connexion une face avec l'autre. Alors, après, on peut s'amuser de le construire d'une façon complètement autre. Là, vous voyez qu'on est installé sur un disque, hein, et on va voir plus tard que c'est quand même ce qui est le plus pratique pour nous pour raisonner au niveau des objets de désir. Mais ce n'est pas la seule façon, et d'ailleurs, ce n'est pas celle-là que Lacan a retenue. Il a retenu une présentation qui est beaucoup plus compliquée à penser. Enfin, à penser, je ne sais pas, enfin, au moins à faire avec. Tandis que là, on va voir plus tard qu'en raisonnant là-dessus, on raisonne sans arrêt sur un disque. Donc c'est assez commode pour raisonner, parce qu'un disque, on sait ce que c'est, on peut le mettre sur la table, on a un disque, hein, et on va dire, là-bas à l'infini, il se passe des choses qui ont certaines propriétés. Le plan projectif modifie l'orientation de l'objet présenté. Voilà, c'est ça, exactement. Un parcours par le plan projectif transforme une main droite en main gauche. Mais on peut, puis après on va peut-être en rester là, on peut penser une autre façon de concevoir le plan projectif, qui est aussi assez marrante, c'est de dire, au lieu de m'installer sur un disque, le disque on va le mettre à l'infini, et on va s'installer sur un anneau de Möbius, et puis voir ce qui se passe. Alors c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, mais ça peut être assez amusant. Voilà, imaginez que j'ai fait un anneau de Möbius avec que je l'ai fait en... Voilà. Il va être comme ça, mon anneau de Möbius. Il n'est pas joli, ça fait rien.
Donc ça, c'est ce qui est en noir là, c'est du fil de fer. D'accord? Et sur ce fil de fer, je vais mettre une série d'élastiques. D'accord? Un élastique comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Alors on va mettre des noms. On va l'appeler ici, ça va être 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pris du fil de fer, j'en ai fait, j'ai donné cette forme-là, et puis je rajoute des fils des élastiques entre. Donc vous voyez déjà que si je mettais des bulles de savon tout le long de ces élastiques, ça ferait vraiment une bande de Möbius. Vous êtes d'accord ou pas? Si tu mettais... Ici c'est du vide, puisque c'est des élastiques. Mais si au lieu de mettre des élastiques, je mets du tissu. Si je mets du tissu, eh bien j'arrive à un anneau de Möbius. Oui, tout à fait. Hein? Simplement, c'est un anneau de Möbius qui est ajouré, on va dire. Et vous allez voir que ça tombe bien qu'il soit ajouré, parce que s'il n'est pas ajouré, on ne peut pas le faire. Donc là, c'est un anneau de Möbius ajouré qui est fait avec donc des élastiques. Maintenant, l'idée, ça va être de le déformer. C'est-à-dire que je vais attraper, à la limite on aurait pu le faire, mais bon, attraper ici et je le tire. Hein? Et je le tire et je le retourne. Alors, lorsque je le tire, l'aspect va être comme celui-là, comme ça. Ah, je l'ai fait en bleu, tant pis. Voilà, là il se retire. Alors, on a... Bon, je vais changer les couleurs, ça fait rien. Donc, on a le 1 qui va devenir comme ça. On va avoir après l'autre qui va venir là, etc. Hein. Vous voyez comment ça se passe. Ça tire sur les élastiques. D'accord? Jusqu'à ce que j'arrive à cette forme-là, où je vais le mettre comme ça. Alors là, c'est plus compliqué, les chiffres. Hein. Les chiffres, ils vont se faire comme ça. 1, 1. Ici, on va lui mettre, je vais reprendre les mêmes chiffres que j'ai sur le truc, ça sera plus simple. 5, 5. Ici, on va mettre, par exemple, 8, 8. Hein. On va être comme ça. 7, 7. D'accord? 6, 6. D'accord? Etc. 2. Enfin, vous voyez. Hein? D'accord? Maintenant, alors là, on a un dessus-dessous, hein, évidemment. D'accord? Je ne l'ai pas figuré, mais enfin, on peut dire qu'en gros, c'est comme ça. Dernière opération. Maintenant que vous voyez que j'ai un 8 comme ça, eh bien, je vais le détordre. D'accord? Une fois que je l'aurai détordu, et que si je le remets bien, qu'est-ce que je vais obtenir? Peut-être le faire là, comme ça on les voit tous à la fois. Donc si je le détors et que je fais un rond, hein, c'est-à-dire que le fil de fer, je le mets bien en rond. D'accord? Je vais avoir à ce moment-là un rond comme ça. Et puis, je vais avoir le 1, s'il est ici, il va venir là. Le 2, il va venir là. Le 3, il va venir là. On pourrait s'amuser à le faire. Hein. Le 4, on va juste mettre le 5, ça ira.
5, 5. D'accord ? Donc là, j'ai fait, à ce moment-là, j'ai un rond avec tous mes élastiques qui convergent vers un point. D'accord ? Alors, là où j'en suis à ce moment-là, eh bien, c'est que là, ça va parce que c'est des fils des élastiques. Mais là, pour le coup, je ne peux plus le faire avec du tissu. Parce qu'il va complètement s'immerger au centre. Ça va faire comme une espèce de blague à tabac, mais impossible, en 3D. Par contre, j'ai pu le penser. Hein, le 4 et le 5, c'est du tissu. Le 4 et le 5, c'est du tissu. Mais ça vient, le problème, c'est qu'il y a ce point-là. Alors, ce point-là, c'est ce qu'on appelle un point d'immersion. C'est-à-dire que c'est le passage entre des élastiques et du tissu complet ne peut pas se faire en dimension 3, peut se faire en dimension 4. Et ce que je vois apparaître ici, moi, dans ma dimension 3, c'est un point fictif où tous les tissus viennent se concentrer et viennent s'inverser, ce qui n'est pas possible dans dimension 3. Alors, non, il faut que je le reprenne quand même sur une autre page. Je le reprends ici. Hein. Donc j'ai ma blague à tabac, on va dire. J'ai ma blague à tabac. Alors, si je fais abstraction de cette partie-là qui est bizarre, il y a un bord. Donc sur un bord, je peux coudre un disque. Bord à bord. Hein. J'ai un disque, je le couds dessus. Je peux le faire. Sauf que cette structure-là, je peux la faire si on est en 3D, je peux la faire qu'en élastique. Hein. Je ne peux pas la faire en tissu. Mais je peux la penser en tissu. Ou en étoffe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je peux figurer ici ce qui est en blanc comme étant la partie d'un disque qui serait cousu. Et là, à nouveau, je peux m'amuser avec ma lettre F. Si j'ai ma lettre F ici, eh bien, si elle se promène sur le plan, eh bien, elle reste la même. Je peux lui faire un demi-tour si je veux. Mais enfin, il faut toujours qu'elle soit une lettre F, qui est une lettre droite, on va dire. Hein. Donc là, je peux la faire parcourir, je peux lui faire parcourir mon espace euclidien, qui est un morceau de disque. Hein. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette lettre F, elle rentre dans ma zone centrale ? Eh bien, elle va rentrer ici. Hein. Elle rentre ici, par exemple, comme ça. Hein. Et puis, elle va comme ça vers le centre. Mais une fois qu'elle est passée au centre, eh ben, elle va se retrouver comme ça, à l'envers. Enfin, ou plutôt dans l'autre sens. Mais là, j'ai été un peu vite. Hein. Elle se retrouverait comme ça, comme ça, comme ça. Si elle passe ici. Hein. Et après, une fois qu'elle est comme ça, je peux la retourner. Donc, et si je la ressors ici, je vais avoir une lettre comme ça. Regarde, pour bien comprendre.
Voilà. Regarde ici le F. D'accord? C'est le même là. Donc on va voir comment il se retrouve ici. D'accord? Ouais. Alors, la grande barre, elle va être ici. D'accord? Oui. Il va y avoir ensuite la petite barre. Ce qui va sortir en dernier, voilà, ce qui va sortir en dernier, c'est la barre verticale. Il va être comme ça. Hein? Donc tu vois bien que par rapport à celui qu'il y avait au départ, il est à l'envers. Oui. Hein? Donc on voit bien que là, ensuite je le retourne et je me retrouve avec cette figure-là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a celui-ci à côté là. Ah ben c'est comme ça, parce que c'est celui du départ. Ah d'accord. J'ai commencé avec celui-là et c'est celui-là que je promène, si tu veux. Je promène celui-là. D'accord. Hein? Je le promène celui-là. Et c'est celui-là que je fais rentrer dans ma partie asphérique. Alors ça, ce qu'on appelle, ici ça s'appelle donc zone sphérique, parce que c'est un morceau de sphère coupé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone asphérique. Et dans ta présentation, tu as, dans le premier cas, la zone asphérique, elle est extérieure Voilà. au disque. Voilà. Et dans Donc, cette présentation-là, elle est interne. Voilà. Dans les deux cas, il s'agit... Donc, non, là. Dans ce cas-là, on a une zone sphérique au centre sur laquelle on se situe et la zone asphérique est à l'extérieur. Et là, on peut aussi le faire à l'envers, c'est-à-dire de considérer qu'on est dans une zone asphérique, mais que la zone sphérique est à l'extérieur. C'est le même objet, mais présenté différemment. Voilà, c'est ça. Soit on se situe, nous, sur la zone sphérique ou sur la zone asphérique. Alors, ce qui est, il me semble, assez intéressant, c'est qu'on se situe, nous, sur la zone sphérique. Parce que ça, c'est compliqué à raisonner avec. Et c'est en ça que Lacan, lui, il a fait ce choix-là. Pas celui-là qui est encore pire, mais lui, il a fait un autre choix qui est celui de dire lui, il a fait le choix de dire, et puis on va en rester là, hein. Lui, il a fait un choix autre, mais ça revient au même. Parce qu'on est toujours. L'idée, c'est qu'on a toujours affaire à la même structure géométrique, à savoir le plan projectif. Lui, Lacan, ce qu'il a dit, mais j'ai un anneau de Möbius sur lequel je vais coudre un disque. Et en cousant ce disque, eh bien, j'arrive à cette structure avec qui a un point qui a une ligne d'immersion, hein, qui est le fameux cross-cap. Hein. Je vous le dessine rapidement où ça se présente de cette façon-là. Hein, et c'est là-dessus que lui raisonne. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de raisonner là-dessus. Lui, il le présente comme ça, avec cette ligne d'immersion qui est au milieu. Et il figure là-dessus un anneau de Möbius qui passe là derrière comme ça. Voilà. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la présentation de Lacan, hein, où il dit, vous voyez, il y a en bleu, vous avez
vous avez un anneau de Möbius et tout le reste, ça correspond à un disque. Et d'ailleurs, ça correspond vraiment à un disque, à savoir qu'il y a deux faces. On peut dire qu'il y a une face blanche et une face qui va être rouge, par exemple. Donc ça, c'est une face rouge, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est une face, on va la mettre verte, par exemple. Hein? Il y a une face verte qui est là. Voilà. Et lui, il fait tout son raisonnement sur ce parcours le long de cet anneau de Möbius. Alors, ça se fait, hein, tout à fait, hein, parce que il parcourt cet anneau avec... donc, là encore, on a à nouveau la même définition, hein, c'est-à-dire que c'est un plan projectif en présentation de cross-cap, c'est-à-dire qu'il y a un disque qui est, comme vous le voyez, c'est un disque, il a un côté vert et un côté rouge, c'est bien un disque, et il a un anneau de Möbius qui est bleu, qui est unilatère. Donc il y a à nouveau, la ligne bleue ici, c'est la ligne de couture entre l'anneau de Möbius et le disque. Et là, à nouveau, comme tout plan projectif, il ne peut se plonger que dans un espace de dimension 4. Là, nous sommes en dimension 3, donc il y a une ligne d'immersion qui est un artefact lié au fait qu'on ne peut pas le présenter autrement qu'en faisant apparaître. De coudre le ruban sur le disque qui crée cette ligne d'immersion. Voilà, bien sûr, c'est ça. Voilà, dans cette présentation-là, et dans chaque présentation, ça fait apparaître des points ou des lignes d'immersion. Hein? Là, on a par exemple... qui n'existe pas en dimension 4. Qui n'existe pas en dimension 4. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, vous voyez, il y a donc, il y a cette ligne d'immersion qui apparaît là. Hein. Mais on peut aussi, comme ce que j'avais fait avant avec la blague à tabac, on peut tout à fait avoir simplement un point d'immersion. Hein. Et donc on a une structure comme ça. Ça correspond à la blague à tabac, en fait. Hein. Tout ce qui se passe au centre, c'est la partie möbienne. Hein. Et tout ce qu'on voit autour, toute la peau qui est autour, c'est la partie sphérique. Bon, ben voilà. On va peut-être en rester là alors. Ouais. Hein, puis on pourra aborder la prochaine fois les applications au niveau lacanien.